J'étais donc là, debout dans le salon de mes parents, quand ils m'ont balancé ça comme si ce n'était rien. Merci pour tout jusqu'ici, mais tout l'argent ira à ta sœur. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Pas parce que c'était drôle. Enfin, en fait si. Parce que l'argent qu'ils étaient si prêts à réclamer et redistribuer, il ne leur appartenait pas. Ça n'avait jamais été le cas. Et voir leur visage passer d'une satisfaction arrogante à une confusion totale pendant que je riais, honnêtement, ça a été le meilleur moment de toute mon année. Mais revenons un peu en arrière. Cette histoire ne commence pas avec une vente à 1 milliard d'euros. Elle commence 11 ans plus tôt, la première fois de ma vie où j'ai vu mon père pleurer. L'entreprise familiale Hartmann Industrial Solutions existait depuis 43 ans. Mon grand-père l'avait fondée avec presque rien, juste un chalumeau et une idée. Quand mon père en a pris la direction, c'était une entreprise de taille moyenne, stable, spécialisée dans les pièces de précision pour l'industrie automobile. Rien de spectaculaire, mais fiable. Le genre d'entreprise qui paie de belles vacances et de bonnes universités. Puis 2013 est arrivé, et tout s'est effondré. Mon père avait tenté des mouvements d'expansion agressifs juste avant que la récession ne frappe vraiment le secteur automobile. Il avait contracté d'énormes dettes pour moderniser les installations, racheter 2 petits concurrents, et puis, d'un coup, les commandes se sont arrêtées. Les clients ont fait faillite. Les contrats ont été annulés. Les factures de dettes continuaient d'arriver, mais les revenus non. J'avais 26 ans, je travaillais dans un cabinet de conseil à Francfort, quand mon père m'a appelé. Je suis rentrée ce week-end-là. Ma mère n'arrivait même pas à me regarder. Ma sœur Katrina était là aussi, 23 ans, tout juste diplômée en histoire de l'art, déjà en train de parler de partir vivre à Paris. Mon père m'a tout expliqué. 3 millions d'euros de dettes. Les créanciers qui tournaient autour. La faillite dans 3 mois, peut-être moins. On va tout perdre, a-t-il dit. L'entreprise, la maison, peut-être même ma retraite. Ma mère pleurait. Katrina semblait terrifiée. Mon père restait là, complètement abattu. Et quelque chose s'est passé en moi à ce moment-là. J'ai regardé les chiffres et j'ai pensé, c'est réparable. Et si je revenais pour diriger l'entreprise, ai-je dit. Mon père a levé les yeux. Quoi? Ma mère a immédiatement protesté. Chérie, non, tu as un bon emploi, un avenir. Je le ferai, ai-je répété, plus fermement. Donnez-moi 2 ans. Si je n'arrive pas à redresser l'entreprise, alors on déclare faillite. Mais laissez-moi essayer. Katrina a ri, elle a carrément ri. Toi. Tu ne connais rien à la fabrication. Tu es consultante. Exactement. Je sais comment réparer des entreprises en ruine. Un long silence a suivi, puis mon père a dit calmement, je ne peux pas te payer. Je sais. Tu abandonnerais ta carrière. Je sais. Il m'a regardé longtemps, et j'ai vu quelque chose changer dans son expression. L'espoir, peut-être. Ou simplement le désespoir. D'accord, a-t-il dit. D'accord. J'ai donné ma démission le lundi suivant. Mon patron pensait que j'étais folle. Mon petit ami, enfin, ex-petit ami, était certain que j'étais folle. En octobre, je suis entrée chez Hartmann Industrial Solutions en tant que nouvelle directrice générale. Les 3 premiers mois ont été un enfer absolu. Les employés me regardaient comme une gamine jouant à faire semblant. J'étais une femme de 26 ans essayant d'expliquer à des hommes 2 fois plus âgés comment mieux faire leur travail. Le directeur financier, James, 19 ans dans l'entreprise, me défiait ouvertement à chaque réunion. Avec tout le respect, disait-il, vous ne comprenez pas notre manière de travailler ici. Vous avez raison, répondais-je. Je ne comprends pas votre manière de travailler ici. Parce que votre manière de faire est en train de mener l'entreprise à la faillite. J'ai coupé les coûts partout. Renégocié les contrats. Licencié 6 personnes brutales, mais nécessaires. J'ai passé des nuits à pleurer ces décisions. J'appelais des clients potentiels tous les jours. Je me faisais rejeter encore et encore. Mais lentement, douloureusement lentement, les choses ont commencé à bouger. J'ai décroché des contrats. Pas énormes, mais assez pour survivre.
J'ai diversifié vers l'équipement industriel, les machines de chantier, les composants médicaux. Mon père avait misé uniquement sur l'automobile, et quand ce secteur s'est effondré, nous n'avions aucune alternative. À la fin de la première année, nous avions arrêté l'hémorragie. Pas de croissance, mais plus de chute. Mon père a commencé à me regarder différemment. Moins comme sa fille, plus comme une vraie dirigeante. Mais ma mère faisait toujours ces petites remarques. Tu ne crois pas que tu devrais en parler à ton père d'abord? Et Katrina, maintenant installée à Paris, appelait pour dire, mon Dieu, ça doit être tellement stressant. Je mourrais si je devais gérer tous ces chiffres ennuyeux. À la fin de la deuxième année, nous étions rentables. 80 000 euros. Troisième année, un demi-million de bénéfices. Quatrième année, 1 200 000. Je travaillais 16 heures par jour. Pas de vie sociale. Pas de relation. Toute mon existence, c'était l'entreprise. James, qui m'avait constamment challengé, était finalement devenu mon plus grand soutien. Tu as sauvé cet endroit. Tu as sauvé nos emplois à tous. À la 5e année, d'autres entreprises tentaient de me débaucher. Salaires énormes. Mais je refusais toujours. C'était mon entreprise maintenant. Pas sur le papier, mais dans tout ce qui comptait vraiment. Puis papa a recommencé à s'impliquer davantage. À se montrer plus souvent. À proposer des suggestions qui étaient en réalité des directives. On devrait se concentrer davantage sur l'automobile, disait-il. Papa, non. La diversification nous a sauvés. Je suis dans ce métier depuis 30 ans, Clarissa. Et c'est moi qui l'ai sorti de la faillite. Maman appelait. Pourquoi es-tu si difficile avec ton père? Les dîners du dimanche devenaient tendus. Katrina parlait de son travail dans sa galerie, et maman disait, au moins une de mes filles a une vie normale. Les remarques devenaient plus piquantes. Quand vas-tu te marier? Quand vas-tu nous faire des petits-enfants? Tu as 30 ans maintenant. Je continuais. Je faisais grandir l'entreprise. Année 6, 3 millions. Année 7, 7 millions. Année 8, 15 millions. À la 9e année, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. 3 nouveaux pays. 120 employés. Des publications professionnelles qui parlaient de nous. J'étais épuisée, mais fière. Puis James est venu me voir avec des documents. Tu dois voir ça, dit-il, mal à l'aise. C'étaient des papiers légaux. Des documents que mes parents avaient déposés pour restructurer la propriété de l'entreprise. Rien qui nécessitait ma signature, ils en étaient toujours les propriétaires, mais James pensait que je devais être au courant. Il crée un trust, expliqua-t-il. Tout ira à Katrina. Tu n'es mentionné nulle part. Je suis rentré ce soir-là et je n'ai rien dit. Je les ai juste observés. Dîner avec eux. Une semaine plus tard, j'ai abordé le sujet. J'ai vu les documents du trust. Papa eut au moins la décence d'avoir l'air coupable. Maman, elle, avait l'air défiant. On allait te le dire, dit papa. Quand? Katrina a besoin de sécurité, dit maman. Elle n'a pas une carrière comme toi. Elle ne gagne pas d'argent comme toi. Quand nous ne serons plus là, elle aura besoin d'eux. C'est moi qui ai construit tout ça, dis-je calmement. J'ai sauvé cette entreprise. J'ai tout sacrifié pour elle. Et nous sommes reconnaissants, dit maman. Mais l'entreprise est à nous. Nous sommes tes parents. C'est à nous de décider quoi faire de nos biens. Vous étiez en faillite. Parce que nous avons pris un risque. Parce que nous avons essayé de grandir. La voix de papa montait. Tu agis comme si tu étais la seule à avoir travaillé dur. Katrina, silencieuse jusque-là, finit par parler. Peut-être que si tu n'étais pas tellement obsédée par ton travail, tu comprendrais que la famille, c'est plus que l'argent et la réussite. Ça m'a blessée. Vraiment blessée. Je suis partie. Pas en claquant la porte. Je me suis simplement levée, calmement, et je suis rentrée chez moi. Et ce soir-là, j'ai pris une décision. J'ai commencé à tout documenter. Chaque innovation que j'avais mise en place. Chaque relation client que j'avais construite personnellement.
chaque processus que j'avais créé. Puis j'ai discrètement passé des coups de fil. L'entreprise valait bien plus que mes parents ne le pensaient. Avec le bon acheteur, potentiellement 800 millions d'euros. Peut-être plus. Mais voilà ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de comprendre. Environ 60% de notre activité actuelle dépendait directement des relations que j'avais personnellement nouées. Des contrats qui étaient techniquement au nom de l'entreprise mais, dans la réalité, au mien. J'ai créé une société parallèle. Discrètement. Légalement. Une société de conseil. Puis j'ai commencé à discuter avec nos plus gros clients. Juste pour te prévenir, je pense à faire quelques changements. Si je devais quitter Hartmann et créer ma propre société, est-ce que tu envisagerais de me suivre? Chaque client a répondu oui. J'ai passé 1 an à tout préparer. 1 an entier. Construit l'infrastructure, sécurisé des contrats préliminaires, établi des partenariats. Puis l'un de nos concurrents a approché papa pour racheter l'entreprise. Papa vieillissait, parlait de plus en plus de retraite. L'offre était correcte, 600 millions d'euros. Je suis allé le voir en privé. Si tu penses à vendre, je dois te dire, je prévois de partir. Il avait l'air choqué. Quoi? Pourquoi? Papa, j'ai donné 11 ans à cette entreprise. J'y ai mis toute ma vie. Et je ne suis même pas mentionné dans votre plan de succession. Alors je vais faire ma propre route. Tu ne peux pas partir comme ça. Je peux, en fait. La clause de non-concurrence ne s'applique que si je prends des ressources ou des clients de l'entreprise. Mais si les clients décident de me suivre de leur plein gré. Je haussai les épaules. Son visage pâlit. Il comprit ce que j'insinuais. Si je partais, j'emporterais la majorité du chiffre d'affaires. Tu détruirais tout ce que nous avons construit. Non, papa. J'emporterais ce que j'ai construit moi. Vous vouliez tout donner à Katrina, de toute façon. Alors donnez-le lui. Je vais construire ma propre entreprise. L'offre du concurrent est tombée à l'eau après qu'ils ont découvert, lors de leur due diligence, les risques liés à la fidélité des clients. Mais la rumeur s'est répandue que l'entreprise pourrait être à vendre. Et puis Nolan Cortez a appelé. Nolan dirigeait un fonds de private equity spécialisé dans les entreprises industrielles de taille moyenne. Intelligent, agressif, prêt à payer des prix élevés pour les bonnes sociétés. Nous nous sommes rencontrés autour d'un café. Je lui ai dit la vérité. L'entreprise vaut plus que ce que mon père croit, lui dis-je. Mais une grande partie de cette valeur est liée à moi. Les clients, les procédés, la stratégie, tout ça vient de moi. Donc si j'achète l'entreprise, j'ai besoin que vous restiez. Exactement. Pour combien de temps? Donnez-moi un contrat de 3 ans. Payez-moi correctement. Donnez-moi des parts dans la nouvelle structure. Et faites une offre assez élevée pour que ma famille ne puisse pas dire non. À quel niveau? 1,2 milliard d'euros. Il manqua s'étouffer avec son café. C'est presque le double de ce que j'avais en tête. L'entreprise génère 40 millions par an, et la croissance est de 20% chaque année. Avec les bons moyens et sans les interférences de mon père, je peux doubler ça en 3 ans. Voilà votre retour sur investissement. Il me regarda longuement. Vous êtes sérieuse? Complètement. Et vous partiriez vraiment si l'accord ne se fait pas? J'ai déjà mon plan B prêt. Il rit. Vous me plaisez. Laissez-moi faire les calculs. 2 mois plus tard, il revint avec une offre. 1,2 milliard d'euros pour l'entreprise, un contrat d'emploi de 3 ans pour moi avec un salaire annuel de 400 000 euros plus prime, et 10% de part dans la nouvelle holding. J'ai présenté l'offre à mes parents. Les mains de mon père tremblaient en la lisant. Ma mère poussa un petit cri. C'est... Mon père n'arrivait pas à finir la phrase. Une chance unique, murmura ma mère. Il y a une condition, dis-je. Je reste PDG. Contrat de 3 ans, non négociable. Bien sûr, répondit immédiatement mon père. Bien sûr que tu restes. C'est incroyable, Clarissa. Je n'arrive pas à croire que tu... Je n'ai pas fait ça pour vous, dis-je calmement. Je l'ai fait pour moi.
Mais vous en profiterez. La vente fut finalisée 6 mois plus tard. Mes parents sont repartis avec plus d'1 milliard d'euros après impôts et frais. Ils ont remboursé toutes leurs dettes, acheté une immense maison dans le sud de la France et commencé à parler de créer des fondations philanthropiques. Et puis, 3 mois après la vente, ils m'ont invité pour le dîner du dimanche. Katrina était là aussi. Elle avait quitté son travail à la galerie. Pourquoi travailler quand tes parents sont milliardaires, n'est-ce pas? On a passé un bon moment. Bon vin. Beaucoup de conversations sur leur nouvelle maison, leur nouveau style de vie. Puis mon père s'éclaircit la gorge. Alors, ta mère et moi avons parlé. Concernant l'argent de la vente. D'accord, dis-je prudemment. Nous avons pris certaines décisions concernant notre héritage. Sur ce qui arrivera à tout cela. Ma mère prit la main de Katrina. Nous voulons que vous sachiez que nous vous aimons toutes les deux de manière égale. Ça y est, pensai-je. Mais étant donné que Clarissa a déjà ses revenus et sa carrière, continua mon père, et que Katrina a toujours été plus dépendante du soutien familial, nous avons décidé que l'héritage irait entièrement à ta sœur. Katrina eut au moins la décence de paraître un peu gênée. Je veux dire, c'est logique. Tu t'en sors si bien toi-même, et... Merci pour tout jusqu'ici, m'interrompit ma mère, mais tout l'argent ira à ta sœur. Ils me regardèrent tous. Attendant l'explosion. Les larmes. Le débat. À la place, j'ai éclaté de rire. Je n'arrivais pas à m'en empêcher. Je riais tellement que j'ai dû poser mon verre. Qu'est-ce qui est si drôle, exigea ma mère. Vous, réussis-je à dire entre deux rires. Toute cette situation. Vous donnez à Katrina l'argent de la vente. Exactement, dit mon père d'un ton ferme. C'est notre argent. Nous en faisons ce que nous voulons. Absolument. J'essuyai mes yeux. C'est bien votre argent. Le 1,2 milliard. Tout à vous. Après impôt ça fait quoi, 800 millions? C'est encore énorme pour tout donner à Katrina. Je suis contente que tu réagisses avec maturité, commenta ma mère, raide. Oh oui. Très mature. Je respirai profondément. Mais juste pour être clair, vous donnez l'argent de la vente. Les 800 millions que Nolan vous a payés pour l'entreprise que j'ai bâtie. Eh bien, oui, répondit mon père. Parfait. Je voulais juste vérifier. Je me levai. Merci pour le dîner. Où vas-tu? Demanda Katrina. Chez moi. Je travaille demain. Tu n'es pas contrarié? Insista ma mère. Contrarié? Non. Pourquoi je le serais? Ils échangèrent des regards perplexes. Je souris. Voyez-vous, l'argent de la vente, c'était pour l'entreprise. Les actifs physiques, la marque, les contrats existants, du moins ceux qui appartenaient vraiment à l'entreprise et pas à moi personnellement. Mon père pâlissait. Qu'est-ce que tu racontes? Mon contrat avec Nolan inclut un salaire de 400 000 euros par an. Sur 3 ans ça fait 1,2 million. Plus les primes, ce sera probablement 1 million de plus. Donc environ 2 millions pour moi. C'est très bien, ma chérie, dit ma mère, incertaine. Oui, c'est bien. Mais le vraiment bien? Ce sont les 10% de parts dans la holding qui possède votre ancienne entreprise. Silence total. Quand Nolan a acheté la société pour 1,2 milliard, il a utilisé une holding. J'en possède 10%. Ce qui signifie que lorsque l'entreprise grandit, ce qu'elle fait, et vite, mon capital grandit aussi. Katrina me fixait. Et 10%, ça représente. En ce moment? Environ 120 millions d'euros, sur le papier. Mais nous prévoyons de doubler le chiffre d'affaires en 3 ans. Nolan compte revendre à un plus grand groupe à ce moment-là. Les estimations prudentes placent la valeur de sortie à 2,5 milliards. 10%, ça fait 250 millions. La couleur disparut du visage de mon père. Donc vous donnez à Katrina vos 800 millions. C'est super. Très généreux. Mais moi, j'aurai 1/4 milliard en actions, plus mon salaire, plus ce que j'épargne depuis 2 ans. J'enfilai mon manteau. Et mes parvestes quoi qu'il arrive.
Même si je pars, je les garde. Ma mère semblait au bord du malaise. Mais bon, dis-je gaiement, la famille, ce n'est pas une question d'argent et de succès, pas vrai Katrina? C'est ce que tu disais. Je me dirigeai vers la porte. Clarissa, attends, dit mon père d'une voix étranglée. On ne savait pas, on ne se rendait pas compte. Vous n'avez jamais demandé, répondis-je simplement. Vous avez supposé. Vous m'avez vu comme votre employé, pas comme une chef d'entreprise. Vous pensiez que la vente était votre argent parce que vos noms figuraient sur les papiers. Mais une entreprise ne vaut rien sans ceux qui la font tourner. On devrait en parler, souffla ma mère. On vient de le faire. Profitez de votre argent. Achetez de belles choses. Voyagez. Je suis contente pour vous, vraiment. J'ouvris la porte. Oh, et Katrina? Quand tu auras tout dépensé, et tu le feras, ne m'appelle pas pour un prêt. Ce n'est pas juste, dit Katrina d'une petite voix. Tu as raison. Ce n'est pas juste. C'est du business. À plus. C'était il y a 8 mois. Je dîne encore avec eux parfois. C'est gênant. Ma mère essaie de revenir en arrière, suggérant qu'ils ont peut-être été précipités dans leur planification successorale. Mon père n'arrive plus vraiment à me regarder. Étonnamment, Katrina est devenue plus respectueuse d'une manière étrange, elle m'admire. L'entreprise explose. Nous dépassons toutes les projections. La valeur de mes parts se dirige vers les 300 millions. Je me suis offert un bel appartement. Pas démesuré, je n'ai pas besoin d'un manoir. J'ai recommencé à sortir. Pris des vacances pour la première fois en 10 ans. James, mon ancien directeur financier qui doutait de moi au début, m'a écrit la semaine dernière. Je t'ai vu sauver une entreprise, bâtir un empire, assurer ton futur. Je t'ai vu faire tout ça alors que ceux qui auraient dû te soutenir te critiquaient à chaque étape. Tu es une légende. Je ne suis pas une légende. Je suis juste quelqu'un qui connaissait sa valeur. Quelqu'un qui savait que la véritable richesse n'était pas dans le nom de l'entreprise ni dans les murs du bâtiment, mais dans la vision, les relations, le travail. Et lorsque certains ont essayé de s'approprier ce que j'avais construit, de réclamer ce que j'avais créé, j'ai fait en sorte d'être déjà positionné pour bénéficier de mon propre travail. Ils voulaient tout donner à ma sœur? Très bien. Qu'ils lui donnent l'entreprise qu'ils ont vendue. Mais l'entreprise que j'ai construite? Celle qui continue de croître, celle qui a une vraie valeur? Celle-là m'appartient. Et honnêtement? C'est ça, le plus drôle. Merci d'avoir regardé. Laissez un like si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour voir d'autres histoires comme celle-ci. À bientôt.